Au sommaire de cette session d'actualité, l'Association des femmes de l'Église presbytérienne de Côte d'Ivoire a organisé sa première fête nationale. Le 10e anniversaire de la MEREPSI sera marqué par un grand programme, un programme qui a été annoncé officiellement au cours d'une conférence de presse le jeudi 9 novembre 2017. Les préparatifs pour le prochain pèlerinage en Israël organisé par Béni TV et King Voyage se poursuivent. Une réunion d'information a été organisée dans les locaux de Béni TV. Sur le continent africain, en Centrafrique, des anciens combattants tentent un retour à la terre grâce à un programme de réinsertion de la FAO. Enfin, à l'international, l'Iran et l'Irak continuent de compter leurs morts après le séisme de magnitude 7,3 qui a secoué la région frontalière entre ces deux pays. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. La FEPSI, l'Association des femmes de l'Église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire, a célébré le samedi 11 novembre 2017 sa première fête nationale. Les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire sont venues de toutes les régions pour participer à cette fête dont le thème était « Œuvrons pour le Seigneur ». En voici le compte-rendu. Chant, ballet, sketch. Les femmes de l'Église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire ont fait de leur première fête nationale une belle réussite. Venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire, les femmes de l'EPC ont montré par leur mobilisation leur ferme volonté de donner à l'Église presbytérienne de Côte d'Ivoire une dynamique nouvelle. Elles attendent, à travers divers projets, réussir ce pari. Il y a des soirs que nous montrons aux yeux du monde et puis de l'Église au niveau de la Côte d'Ivoire que nous aussi nous sommes sur la place et nous voulons à notre manière apporter à tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, leur dire que Jésus-Christ est vivant, il est venu pour nous sauver. C'est la première fois que les femmes presbytériennes se réunissent comme ça pour une fête. Et nous sommes là, c'est un moyen aussi d'évangélisation. Nous sommes là pour évangéliser et aussi faire la promotion de notre église, faire connaître l'église presbytérienne en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons organisé cela. Et dans notre programme et à l'alphabétisation, nous avons prévu beaucoup de choses parce que c'est aux femmes que Dieu a confié l'œuvre. Et le temps est venu pour les femmes presbytériennes d'être debout et faire cette œuvre-là que Dieu nous a confiée. Œuvrons pour le Seigneur. Le thème de cette première fête de la FEPSI a été développé par le pasteur Bérénice, pasteur venu de la région de Gagnoa. Elle a appelé les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire à faire davantage pour l'expansion de l'Église. Nous allons ce soir dire aux femmes d'aller dans la ville. La Bible dit, il y avait une femme et cette femme était samaritaine. Elle n'est pas allée dans la ville pour murmurer, elle n'est pas allée dans la ville pour calomnier les autres. La femme occupe une place importante au sein de l'Église presbytérienne. Comme les pionnières dans la Bible, les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire sont engagées pour Jésus-Christ. Un engagement bien apprécié à sa juste valeur par les premiers responsables de l'Église. Vous savez, l'Église de Venir est une église nouvelle en Côte d'Ivoire par rapport aux assemblées de hautes. Nous sommes en train de faire notre petit bout de chemin, mais nous croyons par la grâce de Dieu qu'avec cette fête d'aujourd'hui, c'est un élan pour nous. Et par les femmes, nous croyons que réellement l'Église presbytérienne de Côte d'Ivoire a son envol. Implantée en Côte d'Ivoire il y a 21 ans, l'Église évangélique presbytérienne est encore très peu connue. À travers leur fête nationale, les femmes de la FEPSI sont en ordre de bataille pour faire connaître l'Église. Le 10e anniversaire de la MEREPSI de la servante de Dieu Maman Ziao sera marqué du 20 au 30 novembre 2017 par un grand programme de prière. Les festivités de l'an 10 de la MEREPSI ont été officiellement annoncées au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le jeudi 9 novembre 2017 à Abidjan, Yopougon. La mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire MEREPSI a organisé une conférence de presse pour lancer son programme de prière et d'évangélisation qui a pour thème Côte d'Ivoire, ouvre ton cœur à Jésus.
Une rencontre qui a débuté avec un moment de prière intense afin de rendre favorable ce moment. Le pasteur Avid a fait une courte exhortation à l'Assemblée avant d'entamer le vif de cette conférence. Après ces moments de prière, l'oratrice principale de cette rencontre, Maman Ziaou, a pris la parole pour enseigner que le chrétien, c'est l'auteur de la paix en Côte d'Ivoire. Elle a aussi insisté sur le fait que la gloire de Dieu doit resplendir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. MRFC, aujourd'hui, n'a été qu'un prétexte pour appeler tous les pasteurs, afin que nous prions pour notre nation. Nous annoncions l'évangile à notre nation. Et au-dedans, il y a un programme réservé aux serviteurs de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas une association, loin de nous, cette prétention. Je n'avais jamais pensé, c'est quoi, peut-être que j'hésite un peu sur les mots. On n'a pas pensé à l'association. C'est au tour de l'apôtre Israël Ben d'annoncer les grands orateurs de ce programme qui sont l'évêque Albert Kakenza de la RDC, l'apôtre Nadje Albert et l'apôtre Flandorp Steven, tous deux venus de l'Afrique du Sud. Il faut rappeler, le programme se tiendra dans la grande commune de Yopougon du mardi 28 au jeudi 30 novembre 2017 au terrain Koweït. Au sorti de cette conférence, l'oratrice principale, Maman Ziaou, s'est exprimée face à la nation pour les inviter à participer massivement à cette rencontre et que le but de ce moment, c'est de gagner des âmes. Nous pensons que nous allons pour une fois mettre les dénominations de côté et venir à ce programme. Les serviteurs de vous-même, vous avez constaté, tous les serviteurs de Dieu se sont dépouillés de leur dénomination et sont venus. C'est encore possible parce que c'est maintenant la Côte d'Ivoire va renaître. Les grands serviteurs de Dieu ont accepté de venir. L'union est possible et j'y crois fermement. L'hôtel communal d'Abidjan, Cocody, a abrité le dimanche 12 novembre 2017 un culte de louange et d'adoration organisé par le prophète Malik Fofana. Plusieurs fidèles et invités ont pris part à ce culte spécial. Les fidèles du ministère international de la délivrance et de la guérison Jesus is Lord, dirigés par le prophète Malik Fofana, se sont retrouvés ce dimanche dernier dans les locaux de l'hôtel communal de Cocody pour célébrer le Seigneur. Un rassemblement très important car l'Éternel, le Dieu des armées, s'est puissamment glorifié et les fidèles ont répondu à l'appel du Seigneur. L'homme de Dieu, qui se laisse toujours conduire par le Saint-Esprit, a ensuite rendu le ministère avec des actions de délivrance et de restauration. Ce rendez-vous dominical qui a respecté toutes ces tendances avec des témoignages à l'appui pour la gloire du Tout-Puissant et un temps d'intimité avec le Seigneur qui symbolise l'œuvre de Dieu. Dans le cadre des préparatifs du prochain pèlerinage en Israël, le comité d'organisation du pèlerinage en Israël organisé par Béni TV et l'agence King Voyage a tenu une réunion d'information avec les futurs pèlerins. C'était le samedi 11 novembre 2017 dans les locaux de Béni TV. En voici un compte rendu avec Christian Brio. La deuxième édition du pèlerinage en Israël, organisée par Béni TV en collaboration avec King Voyage, se tiendra du 26 novembre au 4 décembre 2017. À cet effet, le comité d'organisation s'active de façon minutieuse pour la réussite du pèlerinage en Terre Sainte.
Le samedi 11 novembre 2017, les locaux de Béni TV ont abrité une réunion d'information avec les pèlerins. Cette réunion a porté sur les points essentiels concernant le pèlerinage et les dispositions à prendre afin d'éviter d'éventuels désagréments. Conduit par le révérend Paul Ouin, président du comité d'organisation, plusieurs points ont été ébauchés. Ce sont des pèlerins motivés qui ont donné leurs impressions aux sorties de cette séance de travail. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est important pour ma carrière en tant qu'homme de Dieu. Je vois l'impact, je sens qu'il y a une onction, il y a une grâce qui va être libérée durant mon séjour à Jérusalem. Et être en phase avec Christ, vraiment marcher dans les pas de Christ, c'est vraiment une bénédiction sur ma vie et sur celle de mes enfants. Je bénis le nom de Béni TV et les initiateurs. C'est un privilège. Il faut aller sur le terrain pour voir ce que la Bible explique. Parce que nous lisons, mais nous voulons voir des yeux et toucher des mains. Et il faut aller en Israël où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Et comme c'est Israël qui est la base de la spiritualité chrétienne, alors je pense que c'est l'endroit idéal. Personne, un bon chrétien, n'a pas vraiment envie de rater ce moment-là. Pendant cette réunion d'information, plusieurs instructions ont été données. C'est une organisation qui a pour leitmotiv la réussite de ce pèlerinage. Nous avons reçu aujourd'hui nos pèlerins pour leur donner la phase préparatoire. C'est la première rencontre. Je bénis Dieu parce qu'ils ont pratiquement répondu présent. Ils se sont rendus compte qu'aller en Terre Sainte, c'est toute une organisation. C'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. C'est Dieu qui fait grâce. Et je suis satisfait parce que les pèlerins déjà à cette première rencontre sont satisfaits. Après quelques heures d'échange dans une atmosphère fraternelle, le pasteur Sam a mis fin à cette réunion d'information par la prière. Seigneur, nous partons pour avoir une rencontre spéciale avec toi. Et nous savons que nous ne retournons pas le même que nous partons. Seigneur, je vous confie tous vos enfants ici présents. Un moment de bénédiction et de proclamation pour la gloire du Tout-Puissant. Ouvrons à présent la page africaine de cette édition d'information en nous rendant au Libéria. Dans ce pays, les organisations de la société civile appellent à poursuivre les responsables de la Croix-Rouge internationale qui sont impliqués dans l'utilisation abusive des fonds des bailleurs de fonds lors d'une épidémie d'Ebola en 2014-2016. Les stigmates provoqués par le virus Ebola restent visibles au Libéria. Christina Freeman en paye les frais depuis la mort de son fils en 2014, lorsque le virus s'est propagé à partir de la Guinée. Le Libéria a été le pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest à cette époque, avec plus de 4000 morts. Une grande partie des plus de 6 millions de dollars mobilisés auraient été détournés, selon les premiers résultats de l'enquête menée par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Une histoire suivie de près par Christina. Ils ne nous ont pas fait du bien, ils nous ont fait du mal. Parce que là où nous étions entre la vie et la mort. Parce que le nombre de personnes qui sont mortes dans le lit n'était pas négligeable. Si vous y alliez et reveniez vivant, vous devriez dire « Dieu merci ». James Harris est un survivant d'Ebola dont la femme Salomé Karoua, aujourd'hui décédée, a été élue héroïne de l'année par le magazine Time pour avoir soigné elle-même des patients atteints du virus Ebola. 2,7 millions, ce n'est pas un petit montant. Cela pourrait changer la vie des survivants au Libéria. Même la vie des parents des survivants pourrait changer. C'est une somme énorme dont nous parlons ici. Et ils la mettent dans leur poche et s'enrichissent. Ça a l'air très mauvais. La Croix-Rouge s'est engagée à poursuivre toutes les personnes impliquées et à réclamer les fonds détournés. Les populations réclament justice. Rendons-nous à présent en Centrafrique et plus précisément dans le sud-est de ce pays qui a été le théâtre d'un conflit meurtrier qui a fait plusieurs milliers de victimes. Maintenant qu'un calme relatif est revenu, certains ex-combattants tentent un retour à la vie civile grâce à un programme de réinsertion de la FAO. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des anti-Balaka, ces milices dites d'autodéfense, majoritairement chrétiennes.
en guerre contre les ex-Séléka, des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paix relative. L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose. J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon, des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative. À ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. On va donner à ces jeunes des kits d'installation, des kits agricoles, j'entends par là, pour pouvoir permettre la mise en pratique des connaissances théoriques qu'ils auront apprises lors des séances de formation. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité, où la stabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes et dans une ville qui se relève difficilement de 5 ans de conflit, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacé par les tensions entre groupes armés. À l'international, le séisme de magnitude 7,3 qui a secoué la région frontalière entre l'Iran et l'Irak dimanche soir a fait au moins 429 morts selon un bilan encore provisoire. Les autorités de ces deux pays redoutent d'éventuelles répliques. C'est la ville iranienne qui a été la plus touchée par le puissant séisme dans cette région montagneuse près de la frontière irakienne. Plus de la moitié des personnes tuées par le tremblement de terre se trouvaient dans cette zone et il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver de survivants. Les autorités iraniennes ont d'ailleurs mis officiellement fin aux opérations de recherche. Les hôpitaux ont été pris d'assaut par les blessés et leurs familles. J'ai tenté de me protéger, mais un mur s'est effondré sur ma tête. J'étais en train de fuir notre maison quand le tremblement de terre est survenu. Mais j'ai trébuché et je me suis cogné la tête sur du verre et je me suis aussi coupé à la main. Sans toit, sans maison, de nombreux habitants des zones sinistrées ont passé une nouvelle nuit dehors. Pour faire face à l'urgence, des villages de toiles ont été installés. Le gouvernement iranien dit avoir envoyé plus de 20 000 tentes et plus de 50 000 couvertures, ainsi que plusieurs tonnes de riz et des bouteilles d'eau. Un deuil national a été décrété. Face à une pénurie de matériel médical, des médecins d'une zone assiégée en Syrie se débrouillent avec les moyens de bord. Chirurgie supervisée à l'étranger via Facebook, tube respiratoire stérilisé plus d'une fois. Découvrons ensemble. Dans cette salle d'opération improvisée près de Damas, ces deux chirurgiens terminent une intervention. Mais au lieu de jeter leurs gants tachés de sang, ils doivent les laver et les stériliser à nouveau. Dans la Ghouta orientale assiégée, la pénurie de matériel médical impose aux médecins de réutiliser les gants, les tubes nasogastriques et même les fils des points de suture. Dans ce centre médical de la Ghouta orientale, nous réalisons des gestes que nous préférerions ne pas faire d'un point de vue médical. Nous stérilisons la majorité du matériel comme les gants des opérations, les tubes, les scalpels, les fils de suture, même s'ils ne dépassent pas 1 centimètre. Et nous les réutilisons tout en étant conscients que ça ne devrait être utilisé que pour un seul patient. Une fois lavé, le matériel est trempé pendant plusieurs heures dans un liquide de stérilisation. Dans une pièce voisine, les gants sont couverts de poudre désinfectante et stockés hermétiquement avant réutilisation. Une situation causée par le siège sévère imposé par le régime syrien sur la Ghouta orientale depuis 2013. Ici, des volontaires d'une organisation locale tissent leurs propres compresses pour les opérations. Nous avons une petite machine à tisser. On fait venir le fil et on tisse nous-mêmes les bandages. On ne produit pas en grande quantité.
On fait ce qu'on peut pour compenser cette situation dans laquelle nous vivons. Au sous-sol, ils préparent également des compléments alimentaires pour les bébés, car l'aide humanitaire n'est pas suffisante. Plus de 1100 enfants souffrent de malnutrition dans la Ghouta et au moins 2 sont morts ces dernières semaines. Dans son appartement vide, Suzanne réchauffe un mélange de riz en poudre et d'eau pour nourrir sa fille. Le riz ne lui suffit pas. La quantité pour un mois entier ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce riz? Elle a 9 mois. On attend longtemps pour la nourrir et ensuite le riz ne lui dure que 3 jours et on n'a plus rien à lui donner. Ni lait, ni fruits. Les quelques médecins restants doivent faire avec ce qu'ils ont sous la main face aux pénuries. En octobre, c'est avec les conseils d'un spécialiste présent par vidéoconférence que cet enfant a pu être opéré de l'œsophage, mais il est mort 48 heures plus tard d'une complication médicale. Une page noire pour refermer cette édition d'information décidée le 10 juillet 2017. Nana Kofi Amwakon, chef de canton de Zaranou, a été conduit à sa dernière demeure le samedi 11 novembre 2017. C'était au cimetière royal d'Adaou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible nous dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Des vertus qui ont été le partage de Nana Kofi Amwakon Guillaume, qui a tiré sa révérence le 10 juillet 2017 à Ambengourou, ville située dans l'est de la Côte d'Ivoire. À la suite de cette nouvelle qui a secoué la grande famille royale de Landénier et la population de Zaranou, les civilités et présentations des condoléances se sont tenues au domicile de Madame Sangaré, née Kofi Simone, à Benjerville. Vendredi 10 novembre 2017, la levée du corps de Nana Kofi Amwakon Guillaume s'est tenue à la cour royale d'Abengo. Celui qui fut le chef canton de Zaranou de 2007 à 2017 a reçu un hommage en présence de plusieurs autorités traditionnelles, politiques et administratives, en l'occurrence Sa Majesté Nana Boua Kwasi III, roi de Landénier. Hommage qui s'est traduit par différentes prestations et articulations pendant la veillée traditionnelle. Et les chants traditionnels ont meublé cet hommage rendu au chef. Le samedi 11 novembre 2017, date à laquelle l'ultime au revoir s'est soldé par l'inhumation au cimetière royal d'Adaou dans la plus stricte intimité. Toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté pleure un digne fils qui, après avoir combattu le bon combat, se retrouve dans la félicité. Adieu, Nana Kofi Amwakon Guillaume. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.